Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour à tous. Nous sommes de retour sur la scène rouge avec une présentation, une table ronde qui s'appelle « Quels outils et quelles méthodes pour lutter contre la pédocriminalité en ligne ?» J'aimerais que vous offriez une salve d'applaudissements aux présentateurs aujourd'hui. Commençons comme ça. La présentation, la table ronde, va être animée par Pascale Alice, coordonnatrice du Comité technique de lutte contre les violences faites aux mineurs et aux femmes de Francopole. Bonne table ronde. Merci infiniment. L'exploitation sexuelle des mineurs en ligne est un phénomène qui touche l'ensemble des réseaux de communication électronique, les applications mobiles, les messageries instantanées, les plateformes, les réseaux sociaux et depuis peu la réalité virtuelle avec le métaverse. La lutte contre la pédocriminalité en ligne, que ce soit sur le ClearNet ou le Darknet, nécessite d'abord de la part des services des compétences spécifiques qui ne peuvent être acquises que par des formations adaptées. La traque des pédocriminels dans l'espace numérique nécessite aussi des outils et des méthodes dédiées, à la fois sur le plan technique, mais aussi sur le plan organisationnel et humain. Elle repose en large partie sur la collaboration des secteurs publics, privés et la société civile. Quels outils et quelles méthodes pour des services d'enquête informés, formés et réactifs ? Comment assurer la sensibilisation et la prévention des mineurs ? Pour y répondre, cette table ronde sera introduite par Madame Sophie Hatt, directrice de la coopération internationale de sécurité du ministère de l'Intérieur français, présidente de Francopole. Le panel sera constitué de Véronique Béchu, chef du groupe central des mineurs victimes de l'Office central pour la répression des violences aux personnes, de la direction centrale de la police judiciaire française, et Laura Morin, directrice nationale de l'association L'Enfant Bleu. Je cède sans plus tarder la parole à Madame Sophie Hatt pour présenter Francopole et ses récents travaux dans le domaine de la lutte contre l'abus et l'exploitation sexuelle des enfants en ligne. Madame Hatt. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous et je remercie les organisateurs du FIC, ce premier FIC nord-américain, de nous avoir invités, de m'avoir invitée en tant que directrice de la coopération internationale de sécurité du ministère de l'Intérieur. Mais en fait, j'ai deux casquettes puisque j'interviens là en tant que présidence de Francopole. Donc réellement, merci beaucoup aux organisateurs du FIC parce que c'est une confiance qui nous est accordée, qui est accordée à Francopole, cette association que je vais vous présenter, d'avoir cette tribune et de pouvoir s'exprimer sur le sujet qui nous réunit, donc sur les mineurs victimes. Le premier FIC, en fait, ce premier FIC du continent nord-américain, c'est l'occasion pour Francopole de faire part de travaux que cette association mène sur la lutte contre l'abus et l'exploitation sexuelle d'enfants en ligne. Et ces travaux ont permis la réalisation d'un guide pratique, un guide qui a été présenté à Paris au mois de juin, puisqu'à ce moment-là, la France avait la présidence de l'Union européenne, du Conseil de l'Union européenne. Et donc, au cours d'un événement d'ampleur internationale, ce guide a pu être présenté parce c'était une tribune idéale pour la sortie de cet ouvrage. Donc je souhaite, tout d'abord en tant que directrice de la coopération internationale de sécurité, je souhaite rappeler l'importance de la collaboration entre tous les pays impliqués dans le combat contre la criminalité organisée. Et sur le sujet crucial qui nous anime aujourd'hui, c'est-à-dire la lutte contre les violences faites aux enfants, notre collaboration avec tous les pays impliqués doit être large et nous devons également encourager la pluridisciplinarité, c'est-à-dire que ce n'est pas un combat qui concerne uniquement les forces de sécurité intérieure. Il doit être pluridisciplinaire, c'est-à-dire interministériel. Beaucoup de ministères sont concernés, mais également le milieu associatif. Et je suis très heureuse
que nous soyons ministère de l'Intérieur et association sur la même scène pour justement incarner cette pluridisciplinarité. Alors le réseau international Francopole, dont je salue un grand nombre des membres qui sont présents aujourd'hui, le réseau international Francopole, dont j'assure la présidence, c'est un des 16 réseaux institutionnels de la francophonie, un réseau extrêmement actif. C'est un organisme, une association de concertation, de coopération qui a pour but de favoriser la mise en commun des bonnes pratiques, de ce que nous savons faire le mieux. Et nous mettons en commun également nos recherches, tous les axes de recherche que les services de coopération policière mènent. Et nous sommes actuellement une soixantaine d'institutions à faire partie de Francopole sur 4 continents, puisque cette association regroupe des institutions, des organisations de sécurité. Seule l'Océanie n'est pas présente encore, mais nous sommes très nombreux en Europe, sur le continent américain, en Afrique, en Asie depuis peu. Et l'idée, c'est de mettre en commun nos compétences et nos bonnes pratiques. La protection des mineurs a toujours été un engagement majeur de Francopole depuis sa création en 2008. Et nous disposons dans cette association d'un comité technique dédié, composé d'experts de la protection des enfants. Et c'est un lieu privilégié de partage de leurs connaissances et de leur expérience de niveau international. Les actions entreprises visent au renforcement des capacités des policiers et des gendarmes et produit des outils, des guides pratiques. Donc il s'agit là d'un guide dont je vous ai parlé. Cela contribue également à la formation de formateurs dans les écoles de police, parce que le but n'est pas uniquement de dispenser des formations, mais d'avoir des relais, c'est-à-dire de former des formateurs qui, à leur tour, seront capables de dispenser ces connaissances. Et nous mettons également en œuvre des ateliers pluridisciplinaires. Donc le guide pratique que j'évoque, c'est pour thématique l'abus et l'exploitation sexuelle d'enfants en ligne. Il s'inscrit dans la lignée des travaux de Francopole, de ses partenaires. Et nous avons déjà réalisé un certain nombre d'ouvrages. Celui-ci est fondé plus particulièrement sur les recommandations de 22 professionnels expérimentés, issus de 14 États d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Europe, et reflète les réalités du terrain et la diversité des situations de l'espace francophone, parce que c'est la francophonie qui est le fil directeur de nos actions. L'élaboration de ces outils, c'est le résultat d'un travail concerté, d'un long travail, parce qu'une fois que l'outil est réalisé et diffusé, il semble facile sa conception semble facile. Eh bien, pas du tout. Elle a été le fruit d'un long travail et tous les membres y ont travaillé d'arrache-pied. Le développement des nouvelles technologies et d'Internet a contribué à l'apparition de nouvelles formes de violence à l'égard des enfants. Internet compte chaque année parmi ses nouveaux utilisateurs plus d'une centaine de millions d'enfants qui se retrouvent exposés à des risques majeurs de violence, notamment d'abus et d'exploitation sexuelle en ligne. Au cours des dernières années, et plus particulièrement pendant la crise de la pandémie du Covid-19, certaines formes d'abus et d'exploitation sexuelle d'enfants en ligne ont considérablement augmenté, sinon explosé. Et face à ce constat et dans la continuité du travail mené, Francopole propose, grâce à ce guide, d'outiller les professionnels impliqués dans cette thématique. Ils sont en première ligne pour recueillir la parole, pour démanteler des filières. Ils ont besoin d'être sensibilisés, d'être mieux formés à ces nouveaux types de violences. Ils pourront ainsi avoir les comportements les mieux adaptés pour recueillir ces paroles des victimes et lutter contre ce fléau. L'introduction de cet ouvrage aide à comprendre ce que recouvrent ces violences. En fait, on fait une typologie de ces violences, détermine également les facteurs de risque et leur impact sur les enfants victimes. Il met à la disposition des professionnels des informations fiables et des recommandations à travers des fiches pratiques visant à 3 choses: à mieux identifier et mieux répondre aux différents types d'infractions, à enquêter en utilisant des protocoles d'audition adaptés, à coopérer mais aussi sensibiliser et accompagner les victimes et leurs proches. Nous avons le plaisir de le partager avec vous aujourd'hui. Il est d'ores et déjà disponible sur le site internet de Francopole et le sera dans sa version anglaise, parce que nous sommes dans un espace francophone, mais il est nécessaire que nous ouvrions également un milieu anglophone.
Et donc, dans quelques jours, il sera disponible en version anglophone. Je laisse désormais la parole à Madame Véronique Béchu, le commandant Véronique Béchu, et ensuite à Madame Laura Morin. Je ne doute pas que leurs interventions respectives, très nourries et elles sont extrêmement impliquées à des titres différents, mais dans ce combat de la lutte contre les violences faites aux enfants. Véronique, je vous en prie. Merci infiniment, Madame la Directrice, pour cette présentation des derniers travaux réalisés sous l'égide de Francopol, qui marque évidemment son implication sans relâche dans la lutte contre les violences faites aux enfants, mais aussi sa volonté d'outiller les professionnels engagés pour y servir. Donc, dans la poursuite de ce panel, je donne maintenant la parole à la commandante de police Véronique Béchu, chef du groupe central des mineurs victimes, à la direction centrale de la police judiciaire française. Véronique, en votre qualité de professionnelle officiant depuis une vingtaine d'années dans le domaine de la lutte contre la pédocriminalité, pourriez-vous nous indiquer quelles sont les qualités et les compétences recherchées chez un cyberpédo-enquêteur, comment les acquérir et les développer, mais aussi avez-vous pu noter la nécessité d'en obtenir de nouvelles avec le développement permanent du cyberespace? Véronique. Bonjour à tous. Merci d'être présent pour écouter ce panel qui est particulièrement important à mon sens, puisque les violences sexuelles sur les enfants dans le cyberespace ne font qu'augmenter et de manière exponentielle. Et la crise du Covid, la pandémie, n'a fait qu'asseoir cet état de fait dont peu de personnes ont en fait connaissance. Donc je suis à la tête effectivement d'une unité qui est spécialisée dans la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants en ligne. Mon vecteur de saisine est donc Internet et je suis donc la responsable de plusieurs policiers et gendarmes qui sont particulièrement formés pour ce type d'enquête très spécifique. Alors il faut savoir qu'actuellement, la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants en ligne est devenue une priorité nationale dans beaucoup de pays d'Europe. Elle l'est dans pratiquement tous les pays anglo-saxons. La Commission européenne en a fait sa priorité numéro 1 et actuellement le G7 a déclaré que la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants en ligne est une priorité absolue. Donc c'est un sujet du cyberespace. C'est une évidence. Et donc, c'est particulièrement un plaisir et un honneur de pouvoir en parler ici lors du FIC. Mon unité est point d'entrée à l'international. Nous avons un monceau de renseignements et nous avons pu constater dernièrement que 2 infractions notamment étaient en pleine expansion post-Covid. Le grooming, donc, qui est le fait de mettre en confiance les enfants de manière à obtenir des comportements sexués en ligne, et la sextorsion qui est l'étape supérieure, c'est-à-dire après avoir opéré du grooming et obtenu de premières images d'enfants nus, les pédocriminels vont ensuite opérer un chantage en ligne de manière à obtenir du contenu pédocriminel encore plus impactant, c'est-à-dire des activités sexuelles d'enfants, souvent en très bas âge, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne concerne pas que des adolescents et des jeunes majeurs. La sextorsion et le grooming, le public qui est le plus impacté, ce sont des préadolescents, et ça descend parfois jusqu'à des enfants de 6 à 7 ans. Dans les dossiers qu'on a, c'est des enfants vraiment en très bas âge. Alors, il faut savoir qu'actuellement, 50% des images et des vidéos pédocriminelles qui circulent sur Internet, que ce soit le Clearnet ou le Darknet, sont autoproduites sans contrainte par les enfants. C'est-à-dire qu'il n'y a personne derrière eux ou face à l'écran qui les exige. Par contre, après avoir partagé ces premières images, de manière totalement consentie, sachez que 39% des 7-18 ans trouvent normal d'envoyer des photos d'eux nus. Ce n'est absolument pas une problématique pour eux. C'est quelque chose de tout à fait normal.
On a donc 50% des contenus pédocriminels qui circulent sur le Darknet et sur le Clearnet qui sont obtenus sans contrainte par les pédocriminels et qu'ils vont utiliser en fait par la suite pour obtenir d'autres images. Donc à partir du moment où on a cet état de fait, il fallait impérativement que les enquêteurs soient formés déjà à la détection de ces contenus, mais également qu'ils soient en capacité technique de pouvoir traquer les pédocriminels qui obtiennent ces images et qui les utilisent ensuite sur les réseaux pédocriminels. Donc ces outils et ces solutions qu'on va devoir mettre en place dans nos enquêtes, il y a deux choses. Il y a la formation, telle qu'évoquée par Madame Hatt et par Pascal Alice. Cette formation, chez moi, on la cible sur deux axes. L'undercover, donc les enquêtes sous pseudonyme. Donc on va se faire passer soit pour des adolescents ou des jeunes enfants, soit pour des pédocriminels en fonction des infractions que nous voulons caractériser en ligne. Et on va s'infiltrer sur les réseaux du Darknet et du Clearnet. Donc c'est une formation et une technicité d'enquête qui est extrêmement compliquée à acquérir, puisque, par exemple, en France, nous n'avons pas ce que les pays anglo-saxons ont la possibilité de faire, c'est-à-dire de la provocation à la commission de l'infraction. Donc pour nous, en France, ça va être extrêmement compliqué de pouvoir caractériser cette infraction de violence sexuelle sur les enfants sans avoir à provoquer cette commission d'infraction. Donc les enquêteurs vont être formés spécifiquement à cette technique d'enquête. Et deuxième technique spécifique sur laquelle moi je cible les formations chez moi, c'est la victim ID, c'est-à-dire l'analyse d'images. Et c'est dans ce cadre-là que les entreprises cyber qui sont présentes ici peuvent être un atout pour les enquêteurs que nous sommes, puisque nous avons besoin d'outils qui nous permettent les analyses d'images, des analyses d'images très ciblées sur ce que nous recherchons dans un terme de procédure judiciaire. Et donc, on a déjà conclu plusieurs partenariats avec des sociétés privées qui nous amènent à la création d'outils très importants et très intéressants, notamment en termes de triage des signalements que nous recevons en France grâce à l'intelligence artificielle, grâce à la reconnaissance faciale, grâce à de la reconnaissance vocale, puisque vous comprenez bien, et c'était en préliminaire de mon intervention, le montant de renseignements que nous avons quotidiennement en France sur des abus sexuels sur des enfants en ligne, nous sommes dans l'incapacité à l'heure actuelle de tous les traiter. Donc nous avons besoin impérativement d'outils qui nous permettent de trier en amont ces signalements de manière à ce qu'on puisse ensuite dispatcher sur tout le territoire national aux services répressifs locaux, les éléments pouvant initier des enquêtes. Nous allons garder au niveau de mon unité que ce qu'on appelle les hauts profils de risque, c'est-à-dire des individus qui filment leurs abus ou qui sont complices d'individus qui filment leurs abus et qui vont ensuite les diffuser sur les réseaux du Clearnet ou des Darknet. Mais tous les autres éléments, c'est-à-dire à peu près 99% des renseignements qu'on va recevoir, il nous faut les trier et les envoyer dans nos antennes locales de manière à ce qu'ils puissent effectuer ces enquêtes et aboutir à l'identification de la victime et à l'interpellation de l'individu. Et donc ces outils sont très importants. Nous avons actuellement 2 projets. Le projet Aviator, qui est drivé par Interpol et qui fait appel à de l'intelligence artificielle, et un projet européen sur fonds européens qui s'appelle Grace et qui va utiliser évidemment de l'intelligence artificielle, mais aussi de la reconnaissance faciale, de la reconnaissance vocale, puisque, et c'est d'ailleurs, on va vous présenter avec Laura Morin par la suite ce qui a été monté pendant le confinement dans le cadre du jeu vidéo Fortnite, les nouveaux moyens de contact des enfants par les pédocriminels
Alors évidemment, il y a les réseaux sociaux, ça c'est très classique. Mais maintenant, la communauté pédocriminelle se trouve sur les jeux en ligne, donc les jeux vidéo, l'univers vidéoludique. C'est le nouvel Eldorado des pédocriminels pour contacter les enfants, et le métaverse. Nous avons actuellement ouvert plusieurs procédures de viol sur des avatars drivés par des mineurs et qui se font violer dans le métaverse. Donc ça pose une multitude de questions, et notamment en termes de qualification juridique, mais également de méthodologie et de techniques, d'outils d'utilisation pour les enquêtes. Voilà. Donc mon propos va s'arrêter là, parce que je pourrais disserter pendant longtemps, mais je vais laisser la parole à Laura, et ensuite on vous présentera l'avatar. Merci infiniment Véronique, merci infiniment pour votre témoignage, donc, qui démontre en effet les nombreux champs de compétences sollicités aux policiers et je dirais la nécessité de leur engagement au quotidien. Parce que je pense que c'est ce qui se passe dans ton unité, Véronique, un engagement total. Donc maintenant, Madame Morin, alors vous êtes directrice nationale de l'Enfant Bleu, engagée dans la lutte contre les violences faites aux enfants depuis maintenant 10 ans. Et donc pourriez-vous nous présenter les missions de votre association ? Quelles actions de prévention et de sensibilisation faites-vous auprès des jeunes publics ? Bonjour à tous. Je suis moi aussi très heureuse de partager ce temps de parole, puisqu'effectivement, Internet, la cybercriminalité est malheureusement une nouvelle chose à investir. On accueille, nous, les enfants de tout âge, les adultes également qui ont été victimes dans l'enfance, mais plus particulièrement donc les mineurs qui sont victimes de tout type de maltraitance, donc physique, sexuelle et psychologique. Donc évidemment, la cybercriminalité est un sujet aussi pour nous, associations qui sommes sur le terrain avec les victimes. Alors 3 axes de travail pour notre association. Tout d'abord, évidemment, l'accompagnement des victimes, à la fois sur le plan psychologique et juridique. C'est pour cette raison-là que l'association a vu le jour il y a maintenant plus de 30 ans. D'ailleurs, elle a vu le jour par une victime qui a vécu des choses en fait sexuellement. Voilà, l'inceste malheureusement, et qui a voulu créer une institution, un lieu pour les victimes pour pouvoir se reconstruire. Donc c'est vraiment notre axe principal de travail. À côté de ça, nous faisons aussi de la sensibilisation et de la prévention. Nous allons dans les écoles, nous faisons des campagnes de sensibilisation tous les ans. C'est aussi sur ce champ-là que nous pouvons travailler avec différents services, la police, le gouvernement globalement. Et puis troisième acte aussi qui est très important, nous avons commencé d'ailleurs dès la création de l'association, qui est le plaidoyer, puisque nous sommes là aussi pour faire avancer les lois, les pratiques aussi des services sociaux pour une meilleure protection des enfants. Voilà pour la présentation de l'association. Merci infiniment Laura. Nous allons maintenant passer à une expérience concrète. Donc l'écoute, le soutien, l'assistance, la sanction des coupables. Tous les acteurs doivent être concernés par la lutte contre les maltraitances faites aux enfants. Donc Véronique Béchu, Laura Morin s'appuieront sur leur expérience de collaboration et sur la solution trouvée au moment du confinement pour révéler les violences. Donc je vous laisse la parole à toutes les deux. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, l'association travaille auprès des victimes depuis 1989. Donc notre mission, donc l'assistance psychologique, la prévention et le plaidoyer. Alors les chiffres, malheureusement, donc ce sont les chiffres français. Un enfant, alors ça marche pas très bien. Un enfant meurt tous les 5 jours, malheureusement. Et 80% des violences sont commises par un membre du cercle familial. Donc le souci que nous avons rencontré lors du premier confinement en France, donc c'était en mars, nous étions très inquiets. Les équipes étaient très inquiètes puisque les enfants se retrouvaient du coup enfermés avec leurs potentiels agresseurs. D'ailleurs, on l'a ressenti au standard de l'association. Il y a eu beaucoup d'appels, notamment des voisins et autres, qui nous indiquaient les difficultés pour les enfants. Donc il s'agissait de trouver une solution pour pouvoir avoir accès à ces enfants, puisque l'école malheureusement était fermée, donc il n'y avait pas possibilité de repérer.
finalement, toutes les parties prenantes extérieures n'étaient pas accessibles. Alors, ça a été une très belle rencontre donc avec Havas, qui est une agence de communication, hein, donc une entreprise qui nous a contactés et qui nous a dit voilà, on a une très belle idée qui est d'investir un jeu Fortnite que vous connaissez certainement. En tout cas, en France, les enfants y jouent énormément. Alors, c'est vrai que les jeux souvent sont décriés, mais là, il s'agissait d'en faire un outil, d'en faire une force en fait, pour pouvoir donner tout simplement accès aux enfants qui puissent nous parler. Alors on va peut-être lancer la vidéo. Ce chiffre glaçant aujourd'hui en France, un enfant est tué par ses parents tous les 5 jours. Children are suffering in silence. Les enfants maltraités restent muets. Ils ne brisent pas la loi du silence. L'Enfant Bleu, une association de protection de l'enfance, a créé un avatar dans Fortnite. Un personnage qui n'est pas là pour gagner la partie, mais pour détecter les cas de maltraitance en discutant avec les autres joueurs. Il se rend là où les enfants maltraités se sentent en sécurité pour libérer leurs paroles. Les enfants ont été invités à ajouter l'Enfant Bleu par des streamers et influenceurs en qui ils ont confiance. N'hésitez pas à vous ajouter Enfant Bleu si vous êtes victime ou témoin de violences familiales. L'Enfant Bleu, c'est un personnage qui est géré par des gens de l'association, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les enfants se sont appropriés le personnage, ils se sont informés mutuellement de son existence. Entrez le pseudonyme dans les amis, vous allez taper Enfant Bleu, donc en fait c'est une association pour protéger les enfants maltraités. Afin de faire réagir les autorités, nous avons révélé l'avatar au grand public. Le personnage s'est déconnecté, mais sa mission est devenue virale. Son histoire a même atteint le gouvernement français. Nous allons mettre en place une petite task force avec policiers, gendarmes, les associations et moi-même pour réfléchir à comment nous pouvons être innovants en la matière pour aller toucher les enfants là où ils se trouvent. Une contribution légitime et dont on ne peut pas se passer. Mais surtout, nous avons sauvé des vies. Cases of suspected child. Voilà, donc je pense que tout est dit dans cette vidéo. Alors, on va vous représenter. Donc on est parti en fait d'un constat assez édifiant, assez effrayant même. 96% donc des 10-17 ans jouent aux jeux vidéo et 83% des Français laissent leurs enfants jouer seuls. Et c'est là-dessus que nous avons joué. Nous avons misé, on va dire. L'important était de pouvoir leur donner un espace de parole. Donc nous avons effectivement créé cet avatar que vous avez pu voir mais qu'on va vous remontrer tout de suite. Tiens, essaye parce que ça... Ouais. Voilà. Voilà l'avatar Enfant Bleu. Donc l'idée était vraiment de créer donc un personnage qui soit personnalisé, donc avec une tenue particulière, avec un pas de danse même particulier, donc qui soit très identifiable, très reconnaissable, aussi pour que des personnes malveillantes ne puissent pas récupérer cet avatar. Et ensuite, l'enjeu était de réunir donc toute une équipe de bénévoles, puisque ce sont des bénévoles qui se sont relayés 24 heures sur 24 pour pouvoir répondre aux enfants. Puisque les enfants donc ajoutaient cet avatar dans leur équipe et donc avaient la possibilité de dialoguer avec eux. Et donc du coup, nous avons formé, nous avons fait tout un questionnaire, tout un... Tu y arrives ? Désolée, bon, ça bouge tout seul.
Donc il a fallu réfléchir, et c'est là où nous avons travaillé notamment avec le commandant Béchu, à quelles informations essayer de récupérer, comment discuter avec ces enfants pour avoir les informations qui nous permettaient derrière de pouvoir intervenir. Et ça a été une très très belle réussite. On est très fiers parce que c'est vrai que quand on a lancé cette mesure, on s'est dit bon voilà, on tente le coup, on ne sait pas si ça va fonctionner, mais de toute façon il faut faire quelque chose parce que ces enfants sont seuls. Et les résultats sont formidables puisque 1200 ajouts en un mois de dispositifs, dont 30% de violences graves ont pu être reconnus. On a pu travailler auprès de ces enfants. Alors l'enjeu, c'était surtout que les parents ne soient absolument pas au courant, parce qu'on savait que les parents ne regardaient pas ce que faisaient leurs enfants sur les jeux vidéo. Eux étaient en télétravail et travaillaient depuis la maison, donc ils calaient les enfants dans un coin et puis ils leur laissaient jouer sur leur tablette, etc. Mais l'enjeu était quand même que l'information que cet avatar était là pour aider les enfants parvienne aux enfants. Et donc l'idée a été brillantissime d'utiliser les influenceurs, notamment sur Twitch et YouTube, que les enfants suivent dans le cadre de ce jeu, et de leur demander, eux, de relayer l'information. Et une fois que les influenceurs l'ont fait, ça fait boule de neige, et même les enfants se sont informés eux-mêmes les uns après les autres. Donc c'était vraiment exceptionnel. Donc évidemment, c'est un dispositif qui ne pouvait pas être pérenne, d'une part parce que les fonctionnalités du jeu ne le permettaient pas, et d'autre part parce que là, c'était des bénévoles qui intervenaient, et que donc on ne pouvait pas leur demander d'être là H24, 7 jours sur 7, pendant des années et des années. Donc évidemment, tout ce dispositif a pris fin. Il a été révélé, et donc ça a fait quand même beaucoup de bruit à l'époque, parce que c'était une idée totalement innovante, et c'était une façon aussi d'utiliser un moyen de télécommunication qui peut être très souvent décrié, mais qui a été utile. Et ça a été aussi un moyen pour nous, en tant que policiers, de pouvoir mettre un pied dans les jeux vidéo et dans l'utilisation des jeux vidéo dans le cadre de mathématiques de travail, parce qu'on savait que les jeux vidéo étaient utilisés par les pédocriminels. Il y avait une augmentation notamment qui a été notée par les Américains de 3000% en 2018 de cas d'abus sexuels sur les enfants par le biais des jeux vidéo. Et nous avions, nous également, plusieurs dossiers avec PlayStation, dont un assez emblématique où l'individu a fait 156 victimes. Il est en attente de son jugement, avec des enfants de très bas âge, puisque le plus jeune avait 6 ans quand même. Et c'était des actes qualifiés de viol quand même. Donc c'est des actes qui sont quand même très graves. Nous avons eu la possibilité d'intégrer un groupe de travail qui a été monté par Adrien Taquet, notre ancien secrétaire d'État à la protection de l'enfance, et qui regroupe au sein de ce groupe de travail, donc bien évidemment l'Enfant Bleu, des policiers, le syndicat des éditeurs de jeux et des éditeurs de jeux, et toute personne pouvant apporter sa pierre à l'édifice, de manière à pouvoir œuvrer sur 2 choses. D'une part, les jeux vidéo peuvent être un moyen d'alerte pour les mineurs subissant des violences, quelles qu'elles soient sexuelles, mais aussi psychologiques ou physiques. Mais c'est aussi un moyen pour nous de pouvoir faire évoluer la législation pour nous permettre, nous, de nous infiltrer en undercover au sein des plateformes de jeux vidéo, ce qui était jusqu'à dernièrement pas le cas. C'était impossible légalement. Juste pour expliquer un petit peu, parce qu'on a déjà présenté ce dispositif à plusieurs reprises, et la première question à laquelle j'étais confrontée à chaque fois, c'est quid du RGPD? Alors il faut savoir qu'au moment de la création de cet avatar, une charte de confidentialité a été signée par toutes les personnes qui recevaient les renseignements identitaires, donc des enfants. Et donc rien n'a été communiqué.
rien n'a été stocké, conservé par l'association. Dès que des éléments pouvaient permettre une judiciarisation du dossier, tout était envoyé au procureur de la République ou à des instances étatiques qui traitent le recueil d'informations préoccupantes en France. Donc c'est vraiment quelque chose qui était très clairement en protection des données personnelles également. Donc ça a été monté dans l'urgence, puisque bien évidemment le confinement a été décidé du jour au lendemain, et que ce dispositif a été monté dans l'urgence, mais tout a été fait dans les règles et a été extrêmement prolixe. Donc maintenant évidemment que le confinement est terminé, que la pandémie est derrière nous, en tout cas on l'espère, et on essaye de trouver un outil pérenne qu'on puisse garder sur cet état d'esprit-là du premier avatar undercover. Donc plusieurs préconisations ont déjà été rendues, c'était il y a 18 mois à peu près, qui font leur petit chemin. Et nous avons, au niveau de mon unité, nous avons le plaisir de pouvoir travailler. Alors, bon, c'est pas grave, je connais mon PowerPoint. Donc voilà. Nous avons eu le plaisir, dans un premier temps, de recevoir un prix, puisque Europol a créé son prix de l'innovation. Et nous avons eu l'honneur de recevoir le premier qui a été décerné. Et donc voilà, on en est extrêmement fiers parce que ça montre à la fois que l'Europe prend cette thématique de la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants vraiment à cœur, et que le travail d'initiative pour quelque chose qui est quand même extrêmement innovant, de pouvoir s'infiltrer comme ça avec des avatars sur les jeux en ligne pour des enquêteurs, d'avoir été récompensé et mis en lumière. Peut-être juste ce que je peux rajouter, c'est que cette mesure a été primée plus d'une centaine de fois à travers le monde, dont le Lyon Scan, dont Stratégie, voilà, qui est un organe de presse en France très reconnu. On est très heureux puisque les Japonais aussi se sont intéressés à cette mesure. On est très heureux d'avoir pu montrer que les jeux vidéo étaient maintenant un nouvel enjeu, un nouveau lieu sur lequel protéger les enfants, à la fois effectivement prendre contact avec eux, mais aussi leur apprendre à utiliser ces nouveaux outils, puisqu'Internet, les jeux vidéo, voilà, il y a de nouvelles utilisations et il est très important qu'on puisse les sensibiliser sur ça pour qu'ils puissent aussi se défendre et les utiliser correctement. Et d'ailleurs, s'il y a parmi vous des sociétés très très innovantes qui ont l'intention de développer des petits outils qui nous permettraient de pouvoir enquêter au sein du métaverse ou des jeux en ligne, n'hésitez pas, hein, je suis évidemment preneuse de toute idée, parce que c'est vraiment, vraiment un enjeu, comme le dit le G7, une priorité absolue et un enjeu maintenant mondial, de pouvoir protéger les enfants victimes de pédocriminalité. Donc en France, nous avons un partenariat avec Sony qui nous fournit en matériel et nous attendons d'avoir également un partenariat avec des sociétés qui développent des casques de réalité virtuelle, puisque nous devons nous infiltrer sur le métaverse de manière à pouvoir aller traquer des pédocriminels. Donc n'hésitez pas, hein, vous avez très certainement sur le site du FIC mon contact et je suis bien évidemment à votre disposition si vous voulez en discuter par ailleurs pour le reste de la journée. Je vous remercie. Merci infiniment, merci Laura, merci Véronique. Et plus largement, évidemment, nous remercions tous les acteurs donc, en charge de la lutte contre les abus et l'exploitation sexuelle des mineurs en ligne. Je sais qu'il y en a parmi nos spectateurs, donc merci également à eux pour leur abnégation et évidemment la rigueur de leur travail au quotidien. Donc il est maintenant temps de conclure ce panel. Donc je voudrais laisser la parole à Madame Sophie Hatt, présidente de Francopol et directrice de la coopération internationale de sécurité au ministère de l'Intérieur français. Merci beaucoup. Juste un mot de conclusion. Cette exploitation sexuelle des mineurs en ligne, vous l'avez compris, c'est un phénomène, chacune de nous l'a dit, dans sa zone de compétence, nous le constatons, nous le déplorons. C'est un phénomène
universelle, malheureusement, cette augmentation du phénomène. Mais les services répressifs ne peuvent pas tout faire. Ils sont extrêmement actifs, mais il faut être pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il faut que les associations et les entreprises, il faut absolument que le milieu de l'entreprise, on parle de cyber, ce sont les acteurs de la cyber, mais vous parliez d'entreprises françaises qui vous permettent soit de vous fournir du matériel, soit qui ont participé à la création de cet avatar, c'est-à-dire que le milieu de l'entreprise, le milieu associatif et les services répressifs doivent absolument travailler ensemble. Et en tant que directrice de la coopération internationale, j'irai plus loin. Il faut que ce partenariat soit le même dans chacun des pays dans lesquels nous avons vraiment une prise de conscience de ce phénomène, parce que nous avons les moyens de lutter et que nous travaillons avec nos partenaires qui, parfois dans des pays en voie de développement, n'ont pas du tout les moyens de lutter, n'ont pas du tout les mêmes moyens financiers. Mais il faut vraiment que voilà, cette coopération et cette collaboration pluridisciplinaire soit une réalité. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cet atelier. Et comme l'a dit Véronique Béchu, elle est à votre disposition et nous sommes à votre disposition bien évidemment pour vous aider à mieux réfléchir et puis en attente bien sûr de propositions du monde du cyber puisque beaucoup des acteurs sont réunis aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à tous, à toutes. Merci beaucoup à la commandante de police Véronique Béchu, Sophie Hatt, Laura Morin, Pascal Alice qui a dirigé la table ronde. On vous invite à partir de 15h15 dans une présentation qui s'appelle « Le Pentest est mort en 4 coups, échecs et maths » avec Vladimir Kolla, cofondateur de Patrol. Merci et à la prochaine.